En belle boutique fleur, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas mon là, dalica clairé, la mer toujours blé, soleil café. Ce soir, nous sommes là dans la soirée anniversaire de... Voilà, c'est le repas de cette soirée anniversaire. Après avoir eu les travaux de réflexion par la tenue maçonnique, eh bien, nous passerons aux travaux de mastication ensuite par la soirée anniversaire. C'est le plaisir aussi qu'il y ait ce soir, ici, à Martinique, des représentants qui sont certes de la Martinique, mais de la Guyane, de la Guadeloupe, de Saint-Domingue, de la métropole, qui sont venus ici de différentes obédiences pour prouver justement l'attachement que nous avons entre nous dans cette fraternité qui nous caractérise, de partager ensemble nos valeurs d'esprit de tolérance, d'ouverture et de liberté de conscience. Très sage et parfait, grand vénérable Jean-Pierre Catala, vous êtes un habitué de la Martinique. L'année dernière, vous étiez déjà là. L'année dernière et depuis 2004, où nous avons installé les deux chapitres du rite français et du grand chapitre général du Grand Orient de France, qui sont le Carbe des Sages et Convergence. Et donc, cette année, je suis présent pour le 10e anniversaire. Mais régulièrement, je viens effectivement en Martinique au moment des manifestations maçonniques. On peut dire que vous êtes en quelque sorte le parrain du rite français en Martinique, non? Est-ce qu'on peut le dire? Non. Non, non, je suis le parrain de rien. Je suis tout simplement aujourd'hui avec mes fonctions en représentation, mais il est vrai que nous sommes quelques-uns à avoir mis sur pied ici ces deux chapitres du rite français, surtout avec le travail qui a été réalisé par des frères de Martinique. Pour le profane, le rite français, il y a rite français, rite écossais et d'autres rites, mais bon, le rite français, pourquoi il n'y a que 10 ans que le rite français est en Martinique, alors que la franc-maçonnerie en Martinique date du 18e à peu près? Et parce que le rite français a été créé au 18e, il a été créé en 1787, mais qu'aux alentours des années 1850-1852, il a été écarté dans les hauts grades, mais non pas dans le travail des loges symboliques. C'est-à-dire les 3 premiers grades maçonniques, les loges bleues, qui sont ce qu'on appelle les loges bleues et qui sont apprentis, compagnons et maîtres. Le rite français a toujours continué. Par contre, dans ce qu'on appelle les hauts grades, ou pour nous les ordres de sagesse, eh bien, il a disparu à cette période-là. Et il y a eu la volonté, à partir des années 1994, de pouvoir reconstruire le rite français dans ses hauts grades. Et ça a été tout un travail qui s'est mis en place, qui a trouvé sa consécration le 3 septembre 1999, lors du convent, pour la refondation de ce rite français dans ses hauts grades. Attendons-nous un petit peu encore sur ce rite français. Si j'ai bien compris, l'abolition de l'esclavage, tous ces mouvements visant à libérer les esclaves, et ça, qui remontent au XVIIIe siècle, et à la franc-maçonnerie, sont dus au rite français. Sont dus à la franc-maçonnerie, mais pas simplement qu'au rite. Oui. Car il y avait des frères qui étaient au rite français, comme au rite écossais, comme notre rite, qui participaient du travail pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est la maçonnerie, je dirais, qu'on appelait la maçonnerie libérale de cette époque-là, qui a permis tout ce travail-là pour que, eh bien, on arrive à l'abolition de l'esclavage présenté et porté par Schœlcher, qui est un des grands maçons que nous avons ici. En 2 mots, Schœlcher, rite français ou écossais? Rite français dans la conception du rite symbolique des 3 premiers grades,
Mais après, il était, lui, dans cette période-là, dans le cadre du rite écossais ancien accepté au niveau des hauts grades. On peut décemment dire que chez nous, héritiers de 1848 et de la libération des nègres, bon, le rite français est un rite traditionnel, quoi. C'est celui qui vient de chez nous, quoi, non? Le rite français, c'est le rite de fondation de la franc-maçonnerie du siècle des Lumières. C'est-à-dire que quand le Grand Orient a dû, au travers de... C'était Ragon qui disait qu'il y avait 1400 rites qui existaient dans le temps. Quand le Grand Orient a voulu mettre en place un rite pour, à partir de son existence propre en 1773, eh bien, il a fait travailler une commission en disant, voilà, dans tous ces rites, trouvez-moi les éléments pour qu'il y ait un rite qui sera le rite français, puisque ce sera le rite du Grand Orient de France. Et c'est comme cela que ce rite est apparu. Ce rite est apparu et il a été ensuite, dans sa démarche, modifié par le convent de 1877, puisqu'à ce moment-là, au lieu qu'il y ait l'obligation de croire en Dieu, on a transformé cette obligation par la liberté absolue de conscience. Nous en arrivons à la liberté absolue de conscience. Est-ce que ça mènera à la laïcité, bien sûr, mais est-ce que c'est l'athéisme? La liberté absolue de conscience, ce n'est pas l'athéisme. La liberté absolue de conscience, c'est de permettre, et c'est justement le point d'ancrage de la laïcité, c'est de permettre à chacun de croire ou de ne pas croire. C'est de permettre à chacun d'avoir sa propre métaphysique, sa propre croyance, sa propre religion, ou de ne pas en avoir, ou d'être agnostique. C'est la liberté de penser. Alors d'où vient cette idée que franc-maçon égale athée? Alors l'idée que franc-maçon égale athée peut venir, je dis peut venir, je ne porte pas de certitude, mais peut venir tout simplement que sous la Troisième République, le Grand Orient de France a combattu effectivement l'Église catholique qui, elle, de son côté, avait mis en place une bulle papale d'excommunication des francs-maçons. Lorsqu'il y a eu la préparation de la loi de 1905, beaucoup de maçons ont préparé et ont participé à cette loi. Et cette loi de 1905, qui est la loi sur la laïcité d'aujourd'hui que nous mettons en place chez nous, est une loi qui est une loi d'ouverture. Une loi qui permet que la religion existe, se développe dans le respect des croyances de tous, mais sans qu'elle ne devienne une religion d'État. C'est-à-dire que la religion ressort du domaine privé, mais qu'elle ne doit pas être dans le domaine public. Et c'est cela, le fond de la loi de 1905. La séparation des églises et de l'État, c'est que, en France, nous avons cette chance qui permet à toutes les religions d'exister, qui permet à ceux qui sont croyants d'exister, qui permet à ceux qui ne le sont pas d'exister, parce que l'État est laïque et qui n'impose aucune religion. Oui, l'État est laïque. Cela étant, dans le calendrier républicain, les fêtes sont religieuses. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté? Je ne parlerai pas d'ambiguïté. Avant que nous ayons le calendrier actuel, la Première République avait mis le calendrier républicain en place. Les mois n'étaient pas les mêmes. On parlait de pluviose, on parlait de ventouse, et on l'a transformé de nouveau avec un calendrier qui est plutôt un calendrier grégorien. Tout à fait, oui. La loi de 1905, qui dans la laïcité n'est pas contre le phénomène ni des croyances ni de l'application de la religion,
elle a accepté que dans le cadre de l'évolution des esprits les uns des autres, il y ait le respect avec l'Église catholique qui est, je dirais, la religion, du moins qui était, la religion essentielle que nous avions en France à ce moment-là, de pouvoir poursuivre ces fêtes et compte tenu des us et des coutumes qui existent depuis le moment où l'Église s'est dit être la mère de la France et être celle qui portait les rois sur la fille aînée de l'Église, comme on disait, ouais. Eh bien, ça permet que cette Église puisse continuer d'avoir ses fêtes, sachant que ce n'est pas cela qui est troublant dans un phénomène de société, c'est tout simplement que l'État ne soit pas mis en place par un système partie prenante qui est une obligation de religion. Du moment que chacun d'entre nous peut avoir cette liberté, il n'y a pas à s'offusquer qu'on ait conservé un calendrier qui est plutôt un calendrier grégorien qu'un calendrier républicain. Surtout que la plupart du temps, les fêtes que l'on célèbre sont souvent des fêtes païennes qui ont été adoptées et matinées je crois que l'Église catholique des raisons politiques. A été la première société religieuse qui a su s'appuyer sur le païen pour se développer. Car je pense aussi que sur des sites païens se sont construites des cathédrales. De tout ce courant, cette pensée maçonnique, vous, quel est votre rôle? Alors, nous, dans la pensée maçonnique... Parce que bon, l'an dernier, vous êtes venu, mais alors cette année, vous avez sûrement dû apporter un petit quelque chose. Alors, là, nous sommes revenus, et nous revenons régulièrement, et nous reviendrons d'ailleurs régulièrement, parce que ce rite français, au travers de ce grand chapitre général, fêtait ici les 10 années, comme j'ai dit, des 2 chapitres créés. Mais surtout, pour faire comprendre que dans ce rite, qui est comme tout autre rite, avec la symbolique nécessaire pour la compréhension, la réflexion philosophique que l'on peut avoir, eh bien ce rite a un supplément, je dirais, de participation dans la réflexion sociétale, puisque nous portons des travaux qui se tournent vers la société. Nous partons du principe que le maçon est un acteur de la société. Il est opératif. Il est opératif et spéculatif. Il est spéculatif dans ses réflexions. Ouais. Il est spéculatif lorsqu'il est en loge par les travaux qu'il fait en loge. Et il devient un opératif quand il est le citoyen dans la société, porteur des valeurs que nous représentons. Donc il assimile les deux entre la réflexion et l'action. Et le rite français permet cette ouverture et cette réflexion et cette action. Nous avons pour cela des colloques, nous avons des rencontres, des ateliers qui travaillent sur des thèmes récurrents de la société. Et aujourd'hui, nous avons lancé une commission stratégie prospective. Quel devenir pour la société dans 20 ans? Car nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes des, je dirais, entre guillemets, des camionneurs d'idées qui essayent de transporter les idées, de les brasser avec les autres et de les faire passer à ceux qui ont l'action politique à mener, s'ils veulent bien les prendre en compte. Nous savons très bien qu'il n'y a pas d'idées qui soient prises en compte immédiatement. Il faut un temps de réflexion, il faut parfois beaucoup de recul pour essayer de reprendre une idée qui devient à un moment donné une idée forte dans la société. Nos précurseurs dans ce domaine-là sont des frères du début de la Troisième République qui ont préparé les acquis sociaux que nous avons eus sur la Quatrième République. Et au moment où il les présentait, ce n'était pas tout à fait dans l'air du temps. Mais il faut que nous soyons des utopistes de la société et que nous ne soyons pas, je dirais, les acteurs immédiats. Pour cela, il y a les partis politiques, il y a les associations, il y a le citoyen par lui-même qui s'engage dans son propre développement. Nous sommes avec un certain recul et une projection en même temps dans un désir que l'humain soit avant tout reconnu dans le centre de la société. Mais bon,
cela étant, il y a quelque chose d'assez novateur, puisque pour le profane, la maçonnerie est secrète, voire occulte. Tandis que maintenant, là, depuis un an, c'est tout nouvellement, avec le nouveau grand maître, bon, la maçonnerie est discrète, mais elle ne se masque pas. Ça remonte à 1973, lorsque Fred Zeller, qui était grand maître du Grand Tour de France, a décidé, avec le Conseil de l'Ordre de l'époque, qu'il y ait des colloques qui s'ouvrent pour parler de la franc-maçonnerie et du Grand Tour de France. Justement pour éviter que ce soit d'autres qui parlent de nous. Et qu'ils parlent d'occultisme, qui parlent de secte, qui parlent de secret. La maçonnerie, le seul secret qu'un maçon peut avoir, c'est son initiation. La maçonnerie est une société discrète. Mais je pourrais vous dire que sous la Troisième République, elle n'était pas discrète du tout. Elle était connue de tous. Dans les temples, on applaudissait lorsqu'il y avait un engagement politique qui était pris par un représentant dans le temple, dans un discours. Ce qui a rendu la maçonnerie discrète en particulier, c'est après la guerre de 1940, compte tenu des pertes que les maçons ont subies au travers du régime nazi, 5000 maçons du Grand Orient existaient en 1945, 35 000 en 1939. Ce qui veut dire que la discrétion pour ceux qui ont recréé le Grand Orient de France a été une nécessité absolue pour se protéger de ce qui s'était passé juste quelques années auparavant. Alors, elle a une certaine discrétion parce que nous n'avons pas besoin d'aller faire des réunions dans chaque quartier pour nous exprimer. Des happenings. On n'a pas besoin de cela. Il y a une démarche qui est une démarche personnelle pour venir chez nous. Et c'est dans le cadre de nos temples que nous travaillons, que nous réfléchissons. Mais au moment où il y a les grands événements qui touchent les valeurs de la République, nous sommes présents et nous descendons même manifester avec nos cordons et nos sautoirs de maçons lorsqu'il faut que nous prouvions que nous sommes là pour défendre les valeurs républicaines qui sont celles de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penche et puis, à un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.